15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité m'engagé, auteur, producteur, metteur en scène à l'origine de la comédie musicale à succès, Les 10 Commandements, réalisateur de nombreux films comme Ô Jérusalem ou L'origine de la violence. Elie Chouraki sortira son prochain long métrage, Le héros du Louvre, en début d'année, adapté de la bande dessinée sur l'histoire de son grand-père. Nous allons bien sûr en parler et l'occasion de découvrir le parcours de notre invité mais aussi son actualité et l'actualité tout court, aujourd'hui en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Elie Chouraki. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir avec moi en studio. Je suis ravi d'être ici. Je suis ravie de vous revoir, j'ai envie de dire, parce qu'on se connaît un petit peu. Ouais. Cette émission a un ADN très particulier qui est tenté de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire et démarrer cette émission, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Voilà, c'est très difficile comme question. Alors, je dirais amour, maman, passion. Maman et passion. On va voir avec votre personnalité donnée dans cette émission si cela colle et on démarre par le début, toujours les débuts. Elie Chouraki, vous êtes né un 3 juillet à Paris 19e dans une famille juive modeste, originaire d'Algérie. Vous êtes le fruit de l'union d'Yvette Benamou, si je ne dis pas de bêtises, et de Jacques Chouraki. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai eu une enfance merveilleuse parce que j'ai un grand frère, 2 grandes sœurs, parce que mes parents étaient très protecteurs de cette famille et qu'en fait, si vous voulez, comme j'étais le petit dernier, toutes les tourments, toutes les tempêtes m'étaient épargnées. J'étais très protégé par mon frère, très protégé par ma mère et même si parfois je sais que la vie était difficile, parce qu'il m'arrivait de voir ma mère compter à partir du 20 du mois, de compter les sous sur la table de la cuisine, je n'ai jamais senti autre chose que du bonheur, du plaisir, beaucoup de rire, Alors c'est presque une caricature, mais c'est vraiment le souvenir qu'il m'en reste. Voilà, jusqu'en 73, au jour de la mort de ma mère. Parlez de votre maman. Pourquoi elle est si importante encore aujourd'hui ? Pourquoi ce mot ? Parce qu'elle est importante pour tous les fils, et peut-être encore plus, mais pourquoi non pas encore plus, pour tous les fils juifs. Ma mère était une femme dont j'ai un souvenir lointain, puisqu'en fait je l'ai connue quand j'étais un enfant, un adolescent, et puis assez jeune, puisqu'elle est partie, j'avais 23 ans. Mais elle était... comment dire, une espèce de refuge où tous, mon frère et mes sœurs, nous trouvions une sorte d'apaisement, de tranquillité, et surtout des conseils toujours avisés, avec une vision du monde qu'elle avait et qui semblait, pour nous parfois, qui nous faisait sourire, mais en fait qui était extrêmement juste. Quel genre de petit garçon vous étiez alors et quelles étaient vos passions, Elie Chouraki ? Très bien élevé. J'étais un très gentil garçon. Je me suis fait piquer une fois dans un supermarché à voler une petite voiture. C'est le seul événement dramatique de mon enfance. Je pense que j'étais un garçon plutôt gentil. Je ne suis pas le meilleur élève de l'école, hein, faut dire les choses. Je vous dis encore une fois, vous savez, c'est le statut du dernier. Le statut de celui qu'on protège toujours, de celui dont on s'occupe, de celui à qui on coupe la viande, de celui à qui on mâche le travail, de celui auquel on fait toujours attention pour savoir s'il fait pas de bêtises, s'il n'est pas en risque. Voilà. Alors j'ai eu 2 accidents qui m'ont marqué. Je crois que j'avais 12-13 ans. Je me suis pris un camion dans la tête et mon nez s'en souvient encore. J'ai eu un autre accident, je me suis arraché, c'était en vélo. Un autre accident de vélo, je me suis arraché la jambe sur des fils barbelés. Donc voilà, j'avais dire que c'est les seuls événements terribles que j'ai connus quand j'étais un enfant, avant que l'adolescence n'arrive et que je rencontre tous mes problèmes, mes complexes, mes angoisses, mes inquiétudes qui m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, vous l'avez dit, depuis tout petit, vous pensez à la Shoah.
Oui, parce que c'est, comment dire, c'est constitutif de mon éducation. Vous savez, je suis né en 50, c'est pas si loin de cette période absolument tragique pour l'humanité. C'est 5 ans après la fin de la guerre. Mon frère, qui a 10 ans de plus que moi, lui a connu la guerre. D'ailleurs, je le mets en scène dans mon film, dans mon prochain film. Évidemment, mes parents avaient traversé cette période. Et évidemment, les récits qui circulaient, même si le silence était de rigueur sur cette période de notre histoire, à la maison, comme dans beaucoup de maisons juives, c'est quand même quelque chose qui m'oppresse terriblement de pouvoir imaginer, et c'est important par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, de pouvoir imaginer qu'on tue des gens simplement parce qu'ils sont. Ouais. Mais d'une certaine façon, j'ai eu la même angoisse sur l'esclavage. Ouais. D'une certaine façon, bon, à moindre frais, j'ai envie de dire, parce que je ne suis pas noir, mais toutes les grandes injustices de l'histoire, tout ce qui me paraît sortir de l'humanité, sont des choses qui m'ont toujours bouleversé. Vous dites de façon générale que la transmission des traumatismes est dans les gènes. Vous vous êtes longtemps interrogé sur la Shoah et récemment j'ai pu voir une interview de vous. Je crois que nous étions 1 an après le 7 octobre et vous aviez dit que vous compreniez désormais. Absolument, absolument, parce que jusque-là, je ne comprenais pas comment cela avait été possible. Alors le 7 octobre, je n'ai pas compris non plus, je l'ai compris le 9, avec la déclaration de Dominique de Villepin, qui a dit oui bien sûr là, mais l'Israël, etc. Et je me suis dit, mais donc, cette détestation des Juifs existe encore chez certaines personnes, une partie de la population, et je me suis dit, donc c'est quelque chose qui est dans l'ADN de l'humanité, l'ADN des populations, et qu'on aura du mal à extraire, parce que évidemment, quand on parle des ayatollahs, par exemple des chiites, qui disent que dans le Coran, ce qui est faux, qu'il faut tuer des Juifs, qu'il faut tuer enfin qui est faux, en tout cas on peut l'interpréter d'une façon différente, ça n'est pas le cas quand il s'agit d'Européens. Ça n'est pas le cas quand il s'agit de la France insoumise, de Villepin dont je viens de parler, de personnes qui tout d'un coup sortent des absurdités sur le judaïsme, le peuple juif. Et voilà. Et encore une fois, c'est cette incompréhension devant ce mur de se dire, mais comment peut-on détester, haïr autant quelqu'un parce qu'il est autre? Voilà. C'est cette problématique-là qui m'a toujours angoissé. On va évoluer lentement mais sûrement. Vont naître un film, L'origine de la violence, sur le sujet, et le prochain qui s'intitule Le héros du Louvre, qui devrait sortir donc en janvier prochain. C'est un film inspiré de votre BD qui retrace l'histoire de votre famille. Il s'inspire de la vie de Babi Maklouf, votre grand-père, gardien de nuit du Louvre, passionné d'art, qui a risqué sa vie pour transporter des œuvres d'art durant l'exode de 1940. Qui était-il ? Alors, encore une fois, j'ai un souvenir lointain de mon grand-père, parce que quand il est parti, j'avais 19 ans, je crois. C'est ce que je raconte dans le film, donc je me suis renseigné sur les dates. En fait, c'était un homme extrêmement calme et réservé. Ma grand-mère était la passionnariat de la famille. C'était elle qui faisait bouger enfants, petits-enfants, et puis son mari aussi. C'était la chef. Et en fait, cette histoire du Louvre, des œuvres du Louvre, où mon grand-père était gardien de nuit, est une histoire qui a toujours été dans la famille. Mais jamais mon grand-père, pour vous donner l'exemple de qui il était, et jamais il en a parlé, jamais il n'a voulu se mettre en avant d'une façon ou d'une autre. C'était un homme calme, réservé, tranquille. Vous savez, il y a un film dont je me souviens qui m'a beaucoup inspiré tout le temps, qui est un film avec Noël, qui était l'histoire d'un homme qui, pendant toute la durée de la guerre, était résistant, et son fils pensait qu'il était collabo. Mais évidemment, il ne pouvait rien dire, puisque s'il disait à son fils qu'il était résistant, son fils était en danger. Et en fait, les Américains débarquent en France, et ils arrivent chez lui, et le fils croit que son père va se faire arrêter, et tout le monde se met au garde à vous devant lui. Et bien, mon grand-père, c'était ça.
C'est-à-dire que c'était cet homme silencieux, modeste. Et puis je pense que quand les Américains sont arrivés ou quand les Français sont arrivés, ils sont tous mis au garde à vous devant lui. Vous avez dit, enfin, c'est comme cela que démarre votre BD, imaginez le grand-père Alors, parfait. juste un détail. D'abord, j'ai écrit le scénario, puis le Covid est arrivé, donc j'ai fait une BD. Mais en fait, la BD a été inspirée du scénario du et ça a film. été ensuite L'œuf et la poule. Ça a été ce qui s'est passé. Et vous dites, imaginez le grand-père parfait, et vous verrez apparaître devant vos yeux Babi. C'est par ces mots donc que commence cette incroyable histoire. Est-ce qu'on sait quelles œuvres votre grand-père a permis de sauver ? Non. Vous ne l'avez jamais su. Je demanderai à la directrice du Louvre, parce que je déjeunais avec elle le 3 juillet, jour de mon anniversaire, et elle a eu la gentillesse, parce qu'elle a adoré le scénario et la BD, de nous accueillir au Louvre et de nous ouvrir le Louvre complètement. Et je lui poserai la question, mais même elle ne doit pas savoir. Vous savez, dans ce moment-là, c'était vraiment les derniers jours où les Allemands arrivaient sur Paris. Il fallait faire vite. On prenait des caisses, on les mettait à l'arrière des camions et roule, quoi. Sauve-toi, va-t'en, et puis on verra ce qui se passe. Puisque l'idée était de répartir les œuvres sur tout le territoire français pour qu'en cas de bombardement, le patrimoine entier ne disparaisse pas. Pas. Et alors, ce qui est assez incroyable dans la manière que vous avez de parler de cette histoire, c'est qu'il fallait mettre des copies pour laisser penser que c'était les vrais. Oui, parce que quand les Allemands sont arrivés, ils ont quand même vu un Louvre vide. Hein. Ouais. Et même la Vénus de Milo, qu'ils pensaient être vraie, était en fait une copie de la Vénus de Milo, avec laquelle j'ai tourné, moi d'ailleurs. Mais c'était une copie. Et voilà, il fallait que les choses se passent le mieux possible. Vous connaissez l'histoire, mais ça, je ne le raconte pas dans mon film. Mais l'histoire, c'est que quand même, on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir ce général allemand qui était un grand amoureux de l'art et un grand amoureux de la France et qui n'a obéi en rien à Hitler et à son gouvernement et qui n'a pas voulu qu'à la fin, Paris explose, qui a voulu protéger les œuvres, lui aussi, aux côtés de Jacques Jaujau. Dans l'histoire de votre grand-père, il va traverser les villes. On ne va pas bien sûr tout dévoiler, mais forcément, ça ne va pas être un périple simple de sauver ces œuvres-là. Non, parce que... Et il ne sera pas seul. C'est important de le dire. Oui, non. C'est très compliqué parce que comme c'est un suspense qui vous emporte du début à la fin, dès que je dis quelque chose sur le film, c'est comme si je révélais un petit peu du film et c'est dommage. Mais une chose qui est vraie, c'est que vous imaginez bien les enfants, un petit enfant, 7 personnes dans un camion avec 70 ou 80 œuvres à l'arrière, juifs qui fuient. Ça ne peut pas se passer simplement, ça c'est certain. Est-ce qu'on voyage dans le temps dans ce film-là ou on est sur une seule période ? Non, on voyage dans le temps, on va de 1940 à la Libération, à 1945. Il y aura bien sûr un casting, comme vous savez si bien les préparer. Elie Chouraki, Kad Merad, Marie Gillin, Julia de Nunes, remarquée dans la série télévisée Bardo, votre fils César Chouraki, vu dans l'origine de la violence, dans le biopic sur le groupe NTM Supremes également, ou encore Ben Attal, fils d'eux. Qui joue mon rôle, Ben. Qui joue votre rôle. J'allais vous demander. Il joue votre c'est rôle. Très drôle parce que c'est une transmission, parce que vous savez que j'étais le premier à faire tourner Charlotte Gainsbourg, sa mère. Tout à fait. Et que c'est très drôle parce qu'elle m'a envoyé un petit mot, elle était bouleversée. Quand j'ai choisi Ben pour jouer dans le film, que j'adore, et pour en plus jouer le rôle qui est mon rôle que de moi quand j'avais 20 ans, voilà, ça a été une assez jolie histoire. Qui joue votre grand-père ? Mon grand-père, c'est Kad Merad, ouais, je m'en doutais. C'est un hommage, un amour certain que votre grand-père portait également à la France, que vous dévoilez. Une France, vous pensez qu'il l'aurait déçu aujourd'hui ? Oui, je pense, oui. Je pense parce qu'on revient... Alors, vous savez, non, j'ai envie de dire, vous savez, c'est comme le fond de sauce. Le fond est bon. Le fond n'a pas changé, le fond est là. Mais il y a un tel laxisme des autorités, il y a un tel laxisme qui part du plus haut. Vous savez, je dis toujours que le poisson pourrit par la tête. Il y a un tel laxisme de la tête, justement, que cette France est en déliquescence complète. Et on s'en est pas très bien rendu compte parce qu'on a été très confiant au début, justement, avec ce jeune président qui prenait le pouvoir. On s'est dit, il va changer les choses, il est intelligent, ça se voit, etc. Et en fait, on s'est pas rendu compte qu'il était dans
il portait en lui tous les travers de notre société. Tous ceux qui faisaient que notre société pouvait s'effondrer. Vous savez, aujourd'hui, c'est très simple de se dire où est la victoire, où est l'échec de ces 10 dernières années pour le président Macron. Il suffit de regarder l'état du monde, de la France, pardon, aujourd'hui, et l'état de la France il y a 8 ans, 9 ans. C'est deux Frances totalement différentes. Il y avait une France qui espérait encore, qui était pleine de force et d'énergie. Aujourd'hui, les gens se posent vraiment des questions sur l'existence même de leur pays, sur qu'est-ce que va devenir la France. Est-ce qu'elle va continuer à exister comme l'a chanté Charles Trenet, ou est-ce qu'elle va disparaître et devenir une espèce de bougli-bougla, un espèce de mélange. Vous savez, j'ai été élevé dans un univers judéo-arabe, donc je n'ai rien contre le monde musulman, bien au contraire. J'ai vécu à Yafo, j'avais en face de moi une mosquée qui 5 fois par jour laissait chanter son muezzin, et ça ne m'a jamais dérangé et je le respectais. Mais simplement, il y a la France d'abord. Quand mes parents et grands-parents sont arrivés en France, c'était la France et rien d'autre. Vous avez fait l'armée, Elie Chouraqui, oui, à l'époque où le service était obligatoire. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez quand même profondément républicain ? Mais je suis toujours profondément républicain. Et c'était ma question, c'était la suite de ma question. Je suis toujours profondément républicain, je suis toujours profondément français. Ouais. Je suis français jusqu'au bout des cheveux et des ongles. Je suis incroyablement français. Vous avez habité à Yafo, oui. Vous êtes retourné en France depuis 2 ans. Où est-ce que vous vous sentez le plus en sécurité aujourd'hui ? Écoutez, à Yafo, voilà, c'est presque banal de le dire, mais malgré les bombes, d'ailleurs, j'ai envie de dire, mais en même temps, je ne me sens pas en insécurité en France. Ce serait créer un traumatisme qui n'a pas lieu d'être que de le dire. Moi, je me sens très bien dans les deux pays, mais une chose est certaine, je suis né à Paris, dans le 19e. Paris, c'est chez moi, c'est ma terre, je connais chaque coin de rue, chaque parfum, chaque odeur, je connais les gens, les boulangers, les épiciers, c'est moi. Paris, c'est moi, quoi. Quand j'étais à Yafo, même si c'était le pays des Juifs, j'étais quand même un peu le Juif étranger à son pays, d'une certaine façon, même si j'étais heureux d'y être. Paris, c'est ma ville. Et je sais que beaucoup de Juifs de France le ressentent comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à quitter ce pays, et je les comprends. Parce que c'est quand même... Nous, on a donné... Moi, j'ai fait l'armée, moi, j'ai porté le maillot de l'équipe de France. Et quand j'ai vu les couleurs de bleu, blanc, rouge monter en haut d'un mât, parce qu'on avait gagné un match, j'avais des larmes dans les yeux. Quand on chante la Marseillaise, ma mère, d'ailleurs, se mettait au garde à vous devant la télévision quand il y avait le général de Gaulle. Donc, si vous voulez, c'est vraiment... Ma vie, c'est mon pays, c'est la France. C'est très juste et c'est là où je voulais vous amener. En 2004, j'aimerais revenir sur cette date, Elie Chouraqui, parce que vous avez réalisé un reportage sur l'antisémitisme ordinaire entre 2 collèges pour comprendre les points de vue. On a vu la flambée de l'antisémitisme en France depuis le 7 octobre, avec notamment le viol de la jeune Salomé, âgée de 12 ans à Courbevoie. Est-ce que cela vous étonne, ce qui se passe en France ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que vous parlez de ce reportage que j'ai fait qui s'appelle Antisémitisme, la parole libérée, que je fais avec Yves Azerwal. Et c'est vrai que déjà, il y a 20 ans donc. Exactement. Tout était écrit, tout était là. Et que les imams, même à Montreuil, me disaient, mais monsieur Chouraqui, il faut faire quelque chose. Il y a des imams autoproclamés qui entraînent notre jeunesse musulmane dans une folie. Et vous savez, 20 ans, c'est 2 générations. On a le temps de former des gosses à la haine et à la détestation de l'autre. Et à l'époque, on disait que vous tiriez trop une sonnette d'alarme, que vous étiez trop précurseur. Peut-être que vous aviez tort d'avoir raison trop tôt, Elie Chouraqui. On n'a jamais tort d'avoir raison trop tôt. Il faut alerter, il faut dire les choses. Maintenant, vous vous rendez compte qu'à l'époque, M. Fillon, qui était ministre de l'Éducation nationale, je crois, m'avait critiqué en disant mais il veut inquiéter les gens. J'avais été en conseil de ministre avec, je crois que c'était à l'époque Raffarin, oui, pour essayer d'expliquer la situation, parce qu'il m'avait demandé de venir avec Yves. Il y avait eu une réaction, j'avais proposé des solutions. Mais vraiment, je me rappelle même une des plus amusantes, c'était de dire mais faites un duo avec Depardieu et Jamel Debbouze.
ces deux types formidables, vous les mettez côte à côte, vous montrez bien que la France et ceux qui sont du Maghreb, qui sont venus en France, voilà, maintenant ils sont totalement intégrés et acceptés. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Malheureusement, les frères musulmans, je pense, les extrémistes, les islamistes sont intervenus, ont prôné le séparatisme, ont travaillé sur ce séparatisme en sous-main pendant des années, pendant maintenant des décennies, et on en arrive là où on en est aujourd'hui, alors que j'ai envie de dire, c'est trop facile à dire, mais moi j'ai la preuve, au moins parce que j'ai fait ce documentaire, j'ai envie de dire, on le savait que ça allait arriver comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Les Français vont pas se laisser faire. Donc il va y avoir... Mais non, bien sûr qu'ils ne vont pas se laisser faire. Vous pensez qu'on détruit un pays comme la France qui a des milliers d'années de culture et d'intelligence derrière lui, comme ça. Vous êtes optimiste alors, Elie Chouraqui? Non, je suis pas optimiste parce que l'affrontement va être compliqué, va être difficile. Il va être difficile parce qu'on a en face de nous des gens qui veulent s'emparer de la France. Certains disent que c'est trop tard. Écoutez, je ne pense pas que ce soit trop tard. Peut-être que je suis optimiste, mais je pense que le sursaut national... Mais vous savez, c'est terrible parce que quand on parle comme ça, on a l'impression qu'on vous dit « mais vous êtes du Front National ». Mais non, je ne suis pas du Front National ou du Rassemblement National. Je suis un homme de droite normal, plutôt une droite modérée. Mais le sursaut national va exister. Les gens dans les provinces ne vont pas tolérer qu'on s'empare de ce qu'ils sont et de leur histoire. Vous parlez de sursaut national, j'ai envie d'aller encore plus loin avec vous, Elie Chouraqui, peut-être parler de sursaut mondial à l'heure où Israël fait le travail peut-être pour les autres. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe en Iran, si Israël gagne ce combat, ce que beaucoup espèrent, va ouvrir une sorte de brèche de voie pour le monde? C'est drôle parce que vous me parlez, je pense à Bernard-Henri Lévy, j'avais une conversation avec lui il y a quelques mois. Ça me fait plaisir. Et je lui disais Bernard, qu'est-ce que tu penses? Il me dit, oh tu sais, la victoire arrange bien les choses. Et il avait parfaitement raison. Je pense que la victoire arrange bien les choses. D'ailleurs, vous voyez, depuis qu'Israël est entré en guerre, depuis qu'Israël a éliminé pratiquement le Hamas, pratiquement le Hezbollah, depuis que les Houthis commencent à se calmer, depuis que l'Iran, des ayatollahs aussi, a pris voilà, ce qu'on vient de voir dans les derniers jours, le silence international est assez criant. C'est-à-dire, on n'a pas ces grandes manifestations de la rue arabe qu'on a eues au printemps arabe, par exemple, qu'on a eues même après le 7 octobre. On n'a pas tout ça, parce que je pense que cette victoire des Hébreux, puisqu'il s'agit bien de la victoire des Hébreux à côté de la victoire du peuple américain, puisque cette victoire-là impose la vérité et surtout donne une voix au peuple iranien, qu'il ne faut pas mélanger évidemment avec les ayatollahs et avec la République islamique, donne une voix au peuple iranien qui tout d'un coup peut s'exprimer. Et on sent que ce peuple iranien n'attend que l'étincelle pour se mettre en marche et reprendre sa liberté. Donc c'est un moment, on vit peut-être un moment historique. Est-ce que vous diriez, pour terminer, que le peuple juif, finalement, on ne va pas parler des 10 commandements, ce serait une allusion facile, va au-delà de sa libération? Vous savez, le peuple juif a toujours eu cette vertu de voir le futur et d'être un guide pour les autres nations. Je pense que cette fois encore, il peut être un guide pour les autres nations. Restez avec nous, on continue cette émission avec Elie Chouraqui, venu nous voir en l'occurrence pour son nouveau film Le Héros du Louvre. Dans un instant, on poursuit cette émission avec mes chroniqueurs, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah-Cohen. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch.
Rebonjour Etanit. Rebonjour Cyrielle, bonjour à tous. Israël a mené des frappes sur le centre d'enrichissement d'uranium de Fordo au sud de Téhéran dans la matinée. Jérusalem affirme avoir ciblé le site pour en bloquer les voies d'accès. On est absolument tétanisé. Noémie Kohler, la sœur de Cécile Kohler, se dit inquiète des frappes israéliennes sur la prison d'Evin à Téhéran où la Française et son compagnon Gilles Paris sont détenus depuis maintenant 3 ans. De son côté, l'Iran a tiré plusieurs salves de missiles en direction d'Israël dans la matinée. Pour autant, aucun blessé n'a été signalé à la suite de ces tirs de missiles. En France, le gouvernement organisera, comme souhaité par le président Emmanuel Macron, un débat à l'Assemblée nationale sur la guerre entre l'Iran et Israël. Il aura lieu mercredi à partir de 21h30. Enfin, c'est aujourd'hui la réunion de la dernière chance pour le conclave sur les retraites après 4 mois de concertation impulsée par François Bayrou, le Premier ministre. Les partenaires sociaux doivent se retrouver cet après-midi pour tenter d'arracher un accord sur la question. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. Évidemment, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite, une très courte pause et on poursuit notre émission avec Elie Chouraki et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là chaque seconde auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org. mda-france.org. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Elie Chouraki, venu nous voir pour son prochain long métrage, Le Héros du Louvre, qui sortira en début d'année. Tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre. Au théâtre. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Cyrielle, bonjour Élie, bonjour à tous. Alors Bonjour, forcément, Christophe. avec vous aujourd'hui, on s'interroge sur qu'est-ce qu'un héros au théâtre ? Alors qu'est-ce qu'un héros au théâtre ? Eh bien d'abord le héros, c'est l'origine même du théâtre, puisque le héros c'est l'enfant des dieux. Plus exactement, c'est un personnage intermédiaire dans l'Antiquité entre les dieux et les hommes. Il est doté de pouvoirs extraordinaires comme les dieux et il est mortel comme les hommes. D'ailleurs, assez souvent, le héros est le fruit des amours entre un dieu et une mortelle, plus rarement entre une déesse et un mortel, mais ça peut arriver également. Le héros est donc celui qui va accomplir des exploits qui dépassent l'entendement humain, mais qui restera quand même mortel. C'est Achille, c'est Hercule. Ils ne vivent pas dans l'éternité de l'Olympe. Ensuite, dans l'histoire du théâtre, à travers le théâtre romain, mais surtout le théâtre tel qu'on va le connaître dans l'âge de la Renaissance, et puis le théâtre baroque, le théâtre shakespearien, les débuts du théâtre baroque en France, le héros, c'est celui qui va avoir une mission sur Terre. Une mission divine ou une mission confiée par ses congénères. Il est désigné par le sort, par la fortune, pour accomplir des exploits. Ça peut être une vengeance, ça peut être la conquête d'un territoire étranger, ça peut être la libération du territoire. C'est par exemple le Cid, qui est le héros idéal, le héros absolu du tournant entre l'âge baroque et l'âge classique. Et je cite le Cid parce que Corneille va être au cœur de la mutation de la figure du héros. Arrive novembre 1670 et c'est la bataille des deux Bérénices. D'un côté, une Bérénice écrite par Corneille et de l'autre, le même sujet. Titus aime Bérénice mais doit s'en séparer pour devenir empereur, le même sujet traité par Racine. Eh bien, il va se produire en novembre 1670 un grand schisme de la figure du héros. D'un côté, vous aurez le héros cornélien qui continue la figure du héros antique, c'est-à-dire un héros conquérant, extraverti, et puis de l'autre, vous allez avoir le héros racinien, introverti, qui se bat contre lui-même, qui se bat contre ses doutes, qui va être beaucoup plus dans la conquête de l'introspection de sa vérité intérieure que dans la conquête de territoires étrangers. Et toute l'histoire du théâtre ensuite, mais aussi notre histoire littéraire et aussi notre histoire politique peut se lire à travers cette coupure en deux Racine-Corneille. Par exemple, le héros de Beaumarchais, Figaro, c'est un héros cornélien, il est sabre au clair. Le héros de Marivaux,
c'est un héros de l'amour, c'est un héros de l'introspection, c'est racinien. De la même manière, Rousseau, il est racinien, tandis que Voltaire, avec Candide qui parcourt le monde, il est cornélien. On peut continuer dans notre histoire réelle. Napoléon ou De Gaulle, ce sont des héros cornéliens. Il faut libérer le pays, il faut conquérir des terres étrangères, on dégaine le sabre et on attaque. En revanche, Robespierre, tellement dans l'introspection qu'il finit par faire douter tout le monde, ou bien Georges Pompidou, qui avait écrit une biographie, une préface pour Britannicus, ce sont des héros raciniens. L'interrogation est plus importante que la conquête. En littérature, vous avez Alexandre Dumas, c'est le héros cornélien, c'est les Trois Mousquetaires, et vous avez Marcel Proust, c'est le héros racinien. Qui suis-je? Où vais-je? Quelle est ma vérité? Aujourd'hui, le héros est en train peut-être au XXIe siècle d'essayer de réconcilier les deux figures. Il faut continuer à être exemplaire, à être courageux, mais il faut être humble, il faut être invisible. Vous savez, c'est Jean-Jacques Goldman qui chantait « Il changeait la vie », c'est-à-dire le héros du quotidien, le prof, l'artisan, qui changent notre vie, mais qui se font pas remarquer, qui n'ont pas de médaille, qui ne sont pas dans la gloire. Avec le Covid, on a vu surgir tous les héros du quotidien, les aides-soignants, les infirmières, qui étaient aussi des héros invisibles, mais tellement dévoués et qu'on aime admirer. Vous voyez, peut-être que Corneille-Racine, c'est un schisme qui est en train de se résoudre par la nouvelle philosophie du héros au XXIe siècle. Et merci beaucoup pour Il est cette bon, hein. chronique, Christophe Barbier, évidemment. Merci beaucoup. On se dit plutôt à jeudi sur Radio J pour la dernière. Exactement, un jeudi, Merci. et puis un grand merde pour le film d'Élie. Alors là, on n'a pas le droit de dire Bien, le mot je ne réponds magique. Merci à vous pour cette chronique, Christophe Barbier. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Annabelle Guiraud et on parle toujours de héros. Le billet du jour. Bonjour Annabelle. Yael. Bonjour Élie. Bonjour. Dans cette chronique, c'est l'actualité, c'est votre actualité qui nous accompagne. Allez, c'est parti. Si je vous dis héros, héros du Louvre bien sûr, hein, c'est votre BD en 3 tomes qui a inspiré votre prochain film à venir. Le héros du Louvre, c'est votre grand-père, Babi Maklouf Benamou. En juin 40, Babi, alors un gardien de nuit, se voit remettre les clés du camion pour mettre à l'abri les chefs-d'œuvre de l'humanité. Babi va traverser la France avec pour seule escorte sa famille d'origine algérienne. Il n'y a pas à tergiverser, votre grand-père est un héros. Mais alors, un héros, une héroïne, c'est donc une personne qui se distingue par son courage face au danger, qui accomplit des actions extraordinaires. Je vous demande cette confirmation car j'ai un doute sur la définition. Car oui, dans notre société 5.0, les héros fleurissent comme des coquelicots. Pour la jeune génération hyper connectée, un héros, une héroïne, c'est un pro, une pro de la communication digitale. Aujourd'hui, les influenceurs sont des héros. L'exploit, c'est le nombre de vues et de followers sur les réseaux sociaux. Pour la jeune génération, un héros, c'est aussi un modèle de réussite fulgurante. Je pense au célèbre autotuneur, plus grand vendeur de disques de rap en France, qui descend en rappel en claquettes chaussettes à son concert en Stade de France. En politique, c'est le président Macron qui aime bien exagérer de ce terme. En 2017, il annonçait que nous devions renouer avec l'héroïsme politique. Quelques mois plus tard, il qualifiait Johnny Hallyday de héros français. En politique, vous avez aussi ce que l'on appelle des anti-héros. Des personnages qui occupent le devant de la scène médiatique, qui sont appréciés par certains électeurs et qui font tout pour que l'autre parti reste dans l'opposition. Un anti-héros, c'est colérique, excessif, contestataire. Ça se bat pour des idéaux révolutionnaires. Ça tient des propos ambigus en fonction du sens du vent. Et l'anti-héros politique est aussi très fort pour haranguer les foules en s'arrangeant avec la vérité. En France, le champion du monde de l'anti-héros politique, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il a même fondé une école d'anti-héros. C'est le parti et les filles. Alors, on est d'accord, hein, le mot héros s'est banalisé depuis quelques années. Le mot héros s'est vidé peu à peu de sa substantielle moelle étymologique. À la base, un héros vient du grec héros, qui veut dire protecteur ou défenseur. Par définition, pas de héros sans réalisation d'actions dans un environnement hostile. C'est la base du concept. Regardons ensemble l'histoire de France. Il y a eu par exemple Jeanne d'Arc, Roland de Roncevaux au Moyen-Âge. Plus proche de nous, citons les figures de la Résistance, Jean Moulin, Lucie et Raymond Braque. Tous ces Français reconnus justes parmi les nations. Et sans oublier évidemment une femme extraordinaire, Simone Veil. Simone Veil, héroïne à plusieurs titres, survivante de l'Holocauste, femme politique de conviction qui a réussi à faire bouger les droits des femmes et à instaurer une justice sociale. Alors avec ces quelques exemples, cela permet de nous recentrer sur ce qu'est une vraie héroïne, un vrai héros. Un héros, une héroïne, c'est quelqu'un qui se bat pour ce qui ne se vend pas. Un héros, une héroïne agit au profit de l'intérêt commun, parfois aux dépens de sa vie.
Pour toutes ces valeurs défendues, les héros et les héroïnes ne doivent pas être oubliés. Le devoir de mémoire est obligatoire, quelle que soit sa forme. Cours d'histoire, événements et lieux mémoriels. Et puis, il y a aussi les passeurs d'histoire, qui laissent une trace sous la forme de récits, de films, comme vous, chère Élie, avec le héros du Louvre. Oui, on n'oubliera pas votre grand-père, et aussi tous les autres héros, héroïnes, connus et pas connus, qui ont sauvé des vies, qui ont protégé notre patrimoine pour empêcher que la noirceur de l'obscurantisme s'installe dans nos vies. Aujourd'hui, ne pas oublier hier pour préparer demain. Voilà une phrase qui m'inspire une musique de fin pour cette chronique. Élie, je vous propose que l'on termine sur des notes de musique en hommage à votre grand-père Baby, ce héros. Cette chanson, c'est Le violon de mon père d'Enrico Macias. Une chanson qui parle notamment de mémoire et de transmission. Le violon de mon père, extrait. C'est un livre d'histoire, le violon de mon père. Il a tant de mémoire, le violon de mon père. Forcément, ça nous donne envie de réagir. Merci beaucoup pour cette chronique, Annabelle. Merci, oui, c'est très beau. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la séquence émotion avec l'introspection. L'introspection. Élie Chouraki, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire cela maintenant avec quelques phrases pour recueillir un sentiment, une anecdote ou tout au mieux une émotion. La première. La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit. De fureur, qu'un idiot raconte et qui n'a pas de sens. C'est de Shakespeare, ouais. Mais c'est aussi le titre d'un de vos romans. Oui, absolument. C'est je trouve que c'est une des plus grandes phrases de la littérature universelle parce que elle parle de qui nous sommes. C'est-à-dire qu'on est là à s'agiter et on le voit. Alors vraiment, en ce moment, on est au comble de ça. On le voit à s'agiter plein de fureur, sans aucun sens, sans réflexion. Et je pense que c'est ce qu'on peut dire de plus fort sur l'existence, sur notre existence. Et je garde toujours cette phrase quelque part en tête quand je me trouve confronté à des situations difficiles, parce qu'elle relativise tout. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez décidé aussi de faire des films ? Alors depuis que on parlait de mon enfance tout à l'heure, depuis que je suis petit, j'ai envie de m'exprimer. Je ne savais pas très bien de quelle façon. Vous savez, à 10 ans, c'était comme dans un film de Woody Allen, j'écrivais des poèmes après avoir lu Les Fleurs du Mal, et ma mère voulait m'emmener chez le médecin pour me dire, parce que j'écrivais des choses tellement horribles qu'elle se disait mais qu'est-ce qui se passe chez ce gosse ? Donc voilà, j'ai toujours voulu m'exprimer. Et puis après, le cinéma, comme les autres choses, pour moi, ont été des rencontres. Le cinéma, c'est une rencontre. J'ai rencontré le cinéma à 19 ans. C'est pas quelque chose qui m'est venu petit à petit. Je l'ai vraiment rencontré, personnalisé par un garçon qui s'appelle Claude Lelouch, que tout le monde connaît, qui a été un jour sur mon chemin, avec qui j'ai passé la soirée avant-hier soir. Et il a été sur mon chemin et il m'a entraîné avec lui dans sa passion. Et c'est une passion qui ne m'a plus jamais quitté. Et tout d'abord, il vous a donné votre premier rôle avant que vous deveniez assistant réalisateur pour lui. Vous avez joué dans d'autres films ensuite. C'est un métier finalement qui est venu à vous. Vous n'êtes pas allé à lui. Oui. C'est ce qu'on entend, Élie Chouraki. Mais pourquoi vous l'avez conservé ? Pourquoi vous l'avez gardé ? Parce qu'il y a tout ce que j'aime dans le cinéma. Il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire qu'on raconte, ce qu'on veut dire avec l'histoire qu'on raconte. Et en même temps, il y a l'émotion, il y a le romantisme, il y a la violence, il y a la bêtise du monde. Tout est là et tout, comment dire, j'aime l'idée qu'on mette des gens dans une salle obscure pendant 2 heures, qu'on éteigne la lumière, 2, 3 heures même, 4 heures même, qu'on éteigne la lumière, qu'on leur dit maintenant, écoute bien ce que je vais te raconter. Écoute et essaie de retenir parce que c'est important. Une autre phrase, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ouais. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est peut-être la phrase que je répète le plus souvent à mes enfants parce que
Vous savez, c'est une existence peut merveilleusement bien se dérouler, où elle peut rencontrer des obstacles, et on rencontre tous des obstacles. Il n'y a pas de vie qui se passe comme un fleuve tranquille. Donc c'est vrai que, en tout cas, avoir le sentiment en vivant qu'on va au bout de son rêve, qu'on essaie de toucher les étoiles, ça donne une raison d'exister, une raison de vivre. Est-ce que votre raison de vivre à vous, c'est de continuer ce que vous faites, Elie Chouraki? Oui. Et est-ce que vous avez d'autres rêves? D'autres rêves de films? D'autres rêves? Tout Moi, court. j'ai 1000 rêves. Je crois que j'ai peur de ne pas être longtemps sur cette terre, assez longtemps sur cette terre pour les réaliser tous. Mais j'ai 1000 rêves. Et j'ai d'abord un des rêves qui m'occupe le plus en ce moment, c'est que le Proche-Orient, qui est un coin du monde que j'adore, retrouve sa paix, sa sérénité. Vous savez, un rêve, par exemple, c'est de pouvoir prendre une voiture de Tel Aviv et de rouler tranquillement jusqu'à Téhéran. De se dire, tiens, si on allait faire un tour à Beyrouth, si on passait le week-end à Beyrouth avec les enfants, mettons-les dans la voiture et allons jusqu'à Beyrouth. Vous voyez, je pense que si ce coin du monde, et je voudrais que nos dirigeants le comprennent, si ce coin du monde se calme, si l'intelligence qu'il y a dans ce coin du monde est exploitée à la mesure de ce qu'elle est, je pense que ce sera un de mes grands rêves du moment réalisé. Ce qui m'amène à cette phrase suivante: qui veut la paix prépare la guerre. Oui, bien sûr. Il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité de moment où c'est dans la mièvrerie et dans la lâcheté qu'on résout les problèmes. On peut les résoudre, comme le dit notre président, par la négociation, mais une fois que les choses sont bien mises en place. Je pense que d'abord, il faut... Mon père me disait, on parle de ma famille, mon père me disait une chose, il me disait, quand tu sens de la haine et de l'agressivité, tu tapes le premier. Tu tapes, et une fois que tu as tapé, alors je ne sais pas s'il faut le dire à tous les enfants, mais c'est ce que me disait mon père, une fois que tu as tapé, le type te regarde différemment, et là, tu peux commencer à discuter avec lui et éventuellement à négocier. On est tout à fait dans l'actualité. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. C'est certain, parce que les mots de nos ennemis, vous savez, on en entend, encore une fois, en ce moment, on entend beaucoup de mots venant des dirigeants iraniens qui mentent, qui disent tout et n'importe quoi. Et ceux qui sont silencieux, pour l'instant, c'est le peuple iranien. Et c'est eux qu'il faut défendre, et c'est d'eux dont il faudra se souvenir. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ah bah oui, c'est toujours le voyage qui est important. Mais vous savez, souvent, quand je fais un film, par exemple, quand le film est terminé et qu'on me montre, que je montre le film, que je fais une projection, tout le monde dit « Ah bah tu es content que ce soit fini ?» Je dis « Non. » Pour moi, le film, ça y est, il est là. Ce qui m'a extraordinairement passionné, c'est le voyage que je viens de faire avec lui. C'est tous ces hommes, ces femmes, toutes ces idées, cette intelligence, toute cette énergie qui se sont rassemblés pour qu'on puisse, dans une salle, pendant quelques heures, vous présenter ça. Merci beaucoup, Elie Chouraki. Merci à vous. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Oui, bien sûr, parce que comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Bonjour Joseph Agostini. Bonjour Cyrielle. C'est à Bonjour vous. Elie. Bonjour Joseph. Alors, amour, maman, passion. Au fond, ces trois mots que vous avez donnés à Cyrielle tout à l'heure, des mots sésame, puisque c'est une enfance sans tourment, nous avez-vous dit, protégée à l'ombre d'une mère et d'un frère qui donnent tout le trésor de tendresse et d'affection nécessaire pour bien démarrer dans la vie. Ce temps où voler une petite voiture était une faute, Élie, le temps où le petit dernier avançait à son rythme, sans se presser. Et qu'était-ce alors que la haine pour l'enfant que vous étiez? C'est la question que je me posais en vous écoutant. Comment comprendre cette violence dont vous ferez des films plus tard, bien plus tard, quand vous saisirez que le mal, justement, ce n'est pas voler une petite voiture, c'est haïr quelqu'un parce qu'il est autre, parce qu'il est l'étranger, l'exilé, la part obscure de nous-mêmes, en somme. Et c'est contre cette haine, Élie, que vous hissez toutes les figures d'amour et de respect créées au cinéma, votre cinéma.
Cet amour puisé depuis un 3 juillet dans le 19e arrondissement de Paris. Et même si les souvenirs plus lointains n'accèdent pas à l'origine, les violons de vos parents s'entendent à travers cette évocation mémorielle, toute cette heure ensemble. Ces frissons qui vous parcourent, qui nous parcourent quand vous revoyez défiler tout ce qui vous constitue. Je dirais que c'est un univers judéo-arabe, en reprenant vos mots. Judéo-arabe, artisan de la paix et non de la guerre, loin des récits pleins de fureur qui n'ont pas de sens, mais fort de qui nous sommes, au fond, au-delà de la mascarade, de ces gesticulations politiques que vous avez évoquées. Je dirais des postures, tout simplement. C'est ça le cinéma ? Montrer, décortiquer les postures, les déconstruire ? Oui, c'est montrer à la fois ce qu'il y a de lumineux en l'homme et à la fois ce qu'il y a de plus obscur. Oui, donc c'est aller au-delà de la fureur, peut-être au-delà du sens même. C'est aller au-delà de ce que notre œil tout simplement peut voir. C'est la force d'une caméra, c'est de fouiller l'âme des gens. À 10 ans, votre mère voulait vous emmener chez le médecin car vous écriviez des poèmes inspirés des fleurs du mal. Je me suis dit pas mal quand même. Le pauvre, le gosse, il lit Baudelaire et déjà on veut l'envoyer à l'hôpital psychiatrique pour ça. Ça commençait mal, mais au fond... Ah mais les poèmes étaient terribles ce que vous avez écrit. Oui, je me suis dit qu'elle avait peut-être des raisons. Oui, je m'en souviens. C'était quoi ? Je peux le réciter. Toi si belle et si douce, toi que j'ai tant aimé, tu deviendras aussi dans ton tombeau glacé un amas répugnant de chair putréfiée. Vous voyez que... Ah bon ? Il fallait appeler les urgences. D'accord. Ah oui, donc quand même, il y avait quelque chose de la morbidité. Ah bah oui, il y avait quelque chose, mais comme dans Baudelaire, d'ailleurs, il y a cette espèce absolument. d'évanescence de la beauté, et puis en même temps, il y a cette la putréfaction qui absolument. suit toute existence. Les miasmes morbides. Exactement, les miasmes. Bravo, les miasmes morbides, oui. Absolument. Alors, je me suis dit qu'au fond, on fait exactement le contraire d'Yvette. Tout au long de votre vie, on a fait le contraire d'Yvette. On vous en a demandé des poèmes. On vous en a demandé, c'est une espèce de demande intarissable, puisque vous avez vraiment demandé et rencontré la demande du public et rencontré la demande des artistes. Au fond, pour écrire, car seuls les poèmes, à mon avis, guérissent le cœur du monde. Alors pour ça, merci Elie Chouraki. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis très bouleversé, je veux dire, par tout ce qui a été dit autour de cette table, et ça m'émeut beaucoup, et ce moment avec vous a été exceptionnel. Merci beaucoup, Elie Chouraki, et merci à vous, Joseph Agostini, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J, tous les dimanches depuis cette année sur RTL dans Parlons-nous, de 23h à 1h. On se voit jeudi, évidemment. Absolument. À jeudi. À jeudi. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Elie Chouraki. Vous êtes venu nous voir pour nous parler, en l'occurrence, de votre prochain long métrage, Le Héros du Louvre, qui sortira en janvier prochain. J'espère que je serai avec vous à la première, Elie Chouraki. Il y a intérêt. Ce serait avec plaisir et honneur d'être à vos côtés pour découvrir cette histoire, celle de votre grand-père, avec nos auditeurs, je l'espère également. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à évidemment Joseph Agostini, Christophe Barbier et puis Annabelle Guiraud pour ces chroniques aujourd'hui. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Tana Noukaïef. Merci beaucoup à Raphaël Sebag pour l'aide à la préparation de cette émission. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité plutôt demain, ce sera David Bramy, président de Point de Vente. Vous verrez que ce sera une émission très intéressante, notamment sur l'intelligence artificielle. En attendant, la suite de votre journée, c'est maintenant avec le Club Imo, présenté par Marc Ezrati. Et tout de suite, ce sera le journal sur Radio J. Belle journée à toutes et à tous.